Alors tout d'abord, un grand merci à celles et à ceux qui ont suivi mon cours dimanche passé au Clubhouse de l'Aéroclub Nord-Lorraine. Alors ce cours météo, il était destiné à vous donner les bases pour comprendre un peu tous les mécanismes qui entourent cette science bien complexe et très aléatoire, comme vous pouvez le remarquer. La météo, en tout cas la prévision météo, c'est une compétence qui va sécuriser vos vols sur toute la durée. Donc c'est une matière extrêmement importante qui tient une grande place dans votre formation et qu'il ne faut donc pas négliger. Commençons par la circulation générale atmosphérique. Alors voici deux figures qui représentent la Terre. Elles sont complémentaires, elles contiennent à peu près les mêmes éléments, mais ça vous permettra de mieux comprendre. Alors on sait que les flux d'air sur la Terre se déplacent de l'équateur vers les pôles, vers le nord donc dans l'hémisphère nord et vers le sud dans l'hémisphère sud. On sait aussi que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Et forcément, à l'endroit où la Terre chauffe le plus, l'air va monter rapidement en altitude pour prendre le chemin du nord, se refroidir en cours de route et arriver à peu près au 30e parallèle, redescendre vers le sol, où là il y a un éclatement, une partie de cet air descendant va partir vers le nord et l'autre partie vers le sud. Et il se forme ainsi une cellule. Ici, c'est la cellule tropicale et ici la cellule tempérée. Et vous voyez, c'est un système, cellule polaire, etc., qui se met en place, aussi bien dans le nord que dans le sud, et qui va finalement alimenter les flux d'air sur notre planète. Alors là, c'est simple, mais si on tient compte maintenant de la rotation de la planète, on va devoir y rajouter la force de Coriolis. Et la force de Coriolis, c'est une force qui, dans l'hémisphère nord, va dévier tous les flux d'air par la droite et dans l'hémisphère sud par la gauche. Donc, on reprend notre masse d'air qui descend ici au 30e parallèle, qui arrive au sol. La partie qui remonte vers le nord va tourner à droite et va créer des vents d'ouest. Et à l'inverse, la partie qui part vers le sud va créer les vents de nord-est qu'on appelle les alizés. Alors c'est très intéressant et de voir ça. Et on voit qu'ici dans la zone tempérée, c'est la zone où on se trouve, hein, on est dominé par des flux d'ouest. Et c'est ce que vous pouvez constater tous les jours d'ailleurs. Dans la zone plus tropicale, plus dans le sud, les vents dominants vont être des vents de nord-est, des alizés, et d'ailleurs les marins les connaissent très bien puisque c'est les vents qu'ils utilisent pour traverser l'Atlantique. Alors tous ces mouvements créent la dynamique des masses atmosphériques. Et on voit sur cette carte des petits cercles avec un plus, d'autres avec un moins. Alors ce sont les anticyclones pour le plus et les dépressions pour le moins. Alors on les retrouve situés d'une manière assez théorique mais très bien identifiée. Donc la position de ces anticyclones, c'est en moyenne l'endroit où ils se trouvent. Mais ça change beaucoup, surtout avec le changement climatique actuel. On a des débordements, des anticyclones qui montent très haut, des pressions qui descendent très bas, et ça influe directement sur la météo dans toutes les régions du monde. Alors, en plus de ça, on a les courants marins, le El Niño, Nino, ou alors le Gulf Stream qui nous concerne à nous, hein, et qui viennent ajouter leurs modifications
dans ce mécanisme, plus la pollution générée par l'homme. Mais tout ça fait que les modèles théoriques d'aujourd'hui sont légèrement en train de se modifier, avec des gros impacts sur nous, hein, avec le climat, des hivers qui se déplacent, des hivers qui disparaissent, des étés très chauds, etc. Donc un mécanisme quand même extrêmement important. Parlons maintenant de la variation verticale de la pression atmosphérique. Alors on voit sur ce tableau que plus on monte en altitude, plus la pression diminue, et donc plus on s'élève en altitude, moins il y a d'air au-dessus de nos têtes. Alors en moyenne, cette pression, elle va diminuer de 1 hectopascal tous les 28 pieds, ou tous les 8,5 mètres. Et pour exemple, la pression moyenne à 1500 mètres est de 850 hectopascal, 700 à 3000 mètres et 500 à 5500 mètres. Donc une grosse diminution. Il y a autant d'air entre 0 et 5000 mètres qu'entre 5000 et l'espace. Donc des variations très importantes. Anticyclone et dépression, nous en avons parlé tout à l'heure. Alors je vous représente ici deux petits schémas très simplifiés qui vous expliquent comment fonctionne d'un côté à gauche un anticyclone, de l'autre côté à droite une dépression. Mais il faut savoir que l'air circule des hautes pressions vers les basses pressions. Alors ce qu'on observe côté anticyclone, c'est que l'air descend en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre. Et la température de l'air va s'élever suite à la compression adiabatique. Alors adiabatique, ça veut dire sans échange de température avec l'air extérieur. Et alors, en descendant, donc l'air s'échauffe et son humidité relative diminue. Et finalement, la compression de l'air au niveau du sol entraîne une augmentation de la pression et on parlera de haute pression. Côté anticyclone, c'est l'inverse. Hein. On a un appel d'air au niveau du sol qui va faire diminuer la pression en s'élevant et la température de l'air ce coup-ci va diminuer. Alors ce coup-là suite à une détente adiabatique. Et son humidité relative, elle augmente jusqu'à saturation. Et on va se retrouver avec des nuages et de la pluie. Alors ces deux systèmes sont très complémentaires et très importants à comprendre. Alors ce qui nous amène à parler des fronts et isobars. Ici, vous avez une représentation de Météo France, une carte qui date du 3 avril 2006, et sur laquelle on voit la position des anticyclones et des dépressions à ce moment-là. Alors on voit ici un anticyclone dans l'Atlantique Nord qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et une dépression plus bas, à peu près au niveau des Açores, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et une autre dépression sur la Scandinavie, et on remarque ici des lignes brunes qui se resserrent fortement sur l'Angleterre, sur l'Irlande, l'Angleterre, et plus les lignes sont serrées, plus on va avoir du vent fort. A contrario, au milieu de l'Atlantique, on a une zone ici où les lignes sont très espacées, et on aura une zone sans vent. Alors à l'avant de ces dépressions, on va retrouver différents types de fronts. Alors en bleu ici avec des petits triangles, on aura un front froid. Ici en rouge avec des demi-lunes, on aura le front chaud, et derrière un front occlus qui est un peu un mélange des deux, donc dessiné ici en violet avec une demi-lune et une pointe, une demi-lune, une pointe, etc. Donc ces systèmes se déplacent dans nos régions d'ouest en est,
Et la confrontation entre eux, entre anticyclone, dépression, le type de front, la confrontation air froid, air chaud, ça va générer des nuages et on va essayer d'en faire une classification dans la page qui suit. Alors voici une classification des nuages assez simplifiée. Et on va commencer par les différents types de familles de nuages. Alors ici, on a la famille des cumulus. Il y a plusieurs genres, on en parlera tout à l'heure. Alors on a une famille de cumulus, c'est des nuages qui ressemblent un peu à des choux-fleurs et qui ont un développement vertical assez joufflu. C'est un peu, quand on demande à quelqu'un de dessiner un nuage, il va vous dessiner un nuage comme ça. Et puis il y a les stratus qui sont des nuages plus plats, avec des contours assez diffus et qui sont pas très épais. Alors ces nuages, on va maintenant les classifier en trois étages. On a un étage bas qui va à peu près jusqu'à 2000 mètres. Un étage moyen, à peu près entre 6 et 7 000 mètres. Et l'étage élevé qui va de 6-7 000 à 15 000. Alors ces nuages, on les appelle différemment selon l'étage où ils se trouvent. Et on voit ici dans l'étage moyen que le préfixe des nuages commence par alto. Et dans l'étage élevé, le préfixe des nuages va commencer par Siro. Donc, c'est assez facile de se rappeler de la position de ces nuages. Alors, il y a des nuages aussi qui, comme ici, le cumulonimbus, qui vont s'étaler sur les trois niveaux et qui vont monter très haut. Et c'est un nuage assez caractéristique qui souvent finit avec un espèce de plat en haut, une enclume. Donc c'est un nuage très dangereux pour l'aéronautique, donc un nuage à éviter. On voit à l'étage moyen des altocumulus, donc c'est une succession de petits cumulus, altostratus, donc la version de l'étage moyen de ce nuage-là, un nuage assez étendu, avec des contours bien diffus. Et alors le nimbostratus qui nous amène de la pluie et de la pluie et de la pluie. Alors dans l'étage élevé, on va retrouver la famille des cirros, cirrocumulus, des cirrostratus et des cirrus. Alors les cirrocumulus, juste pour information, ils sont annonciateurs d'une dépression qui va prendre à peu près 48 heures pour vous arriver dessus. Donc c'est des indicateurs assez justes en termes de prévision du temps. Alors ces nuages, ils se forment comment? C'est une affaire d'évaporation et de condensation. Pendant la journée, le soleil va chauffer le sol et l'eau qui est contenue dans le sol, les lacs, les rivières, les mers, etc., va s'évaporer. Et cet air qui contient donc de la vapeur d'eau va monter. L'air chaud étant plus léger va forcément monter. Et en s'élevant, avec l'altitude, il va se refroidir et à un certain moment, on va atteindre un point de saturation et la vapeur d'eau qui contenue dans cet air va se condenser et va former un nuage. Donc ici, on a différentes représentations de nuages, hein, genre cumulus, cumulonimbus. Et alors, quand ces gouttelettes d'eau se forment et commencent à se rassembler, elles s'alourdissent
et souvent retombe sur le sol sous forme de pluie, alors de grêle aussi, ça dépend des températures, hein, ou alors de neige. Alors on va introduire ici avec le gradient thermique adiabatique la manière dont on fait les prévisions météo. Alors ce que vous voyez ici, ça s'appelle un hémagramme et sur cet hémagramme, donc on voit ici deux courbes, une courbe verte, une courbe rouge et la courbe verte, ici, elle représente le gradient adiabatique sec, donc ça désigne la variation de température d'une masse d'air sèche. Et on dit adiabatique parce qu'elle n'échange pas de chaleur avec la masse d'air ambiante. On a la même, enfin, on a une courbe ici rouge qui représente le gradient adiabatique humide et qui désigne ce coup-là la variation de température avec l'altitude d'une particule d'air saturée, donc dont le taux d'humidité atteint 100%. Encore une fois, c'est adiabatique. Et ce gradient de température, il vaut généralement entre 0,5 et 0,8 degrés pour 100 mètres. Alors sur la figure de gauche, on retrouve ça très schématisé. On a une adiabatique sèche et une adiabatique humide. À gauche de celle-ci, on a une instabilité absolue et à droite une stabilité absolue. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie instabilité conditionnelle ici, qui va représenter la météo à un point donné, à un temps T. Et cette météo, ben, elle va être dépendante de la forme ici de ces courbes, avec des augmentations et des diminutions d'altitude à un certain niveau, et qui vont tout simplement déterminer le temps. Bon, c'est l'étude des hémagrammes, c'est une science assez complexe, et je vous invite plutôt à regarder les tutos que vous trouverez sur Internet, ça vous donnera une explication. Alors, la prévision météorologique, elle est basée sur l'étude et l'analyse d'un dossier météo, et c'est une partie des plus importantes d'un briefing de pilote au sol avant de prendre son envol ou avant de rejoindre son avion. Alors, dans le principe, on analyse la météo en fonction de ce qu'on veut faire, bien sûr, de la distance qu'on veut parcourir, et en fonction de l'appareil sur lequel on vole, soit on est en vol à vue, soit on est en vol aux instruments. Et toujours est-il que toutes ces prévisions sont extrêmement importantes et on les retrouve, et on voit ça ici, sous forme de métard ou de TAF dans tous les aéroports de France et de Navarre. Et c'est une classification internationale, donc vous allez retrouver ça pratiquement partout. Et c'est codifié. Le métard étant un bulletin météo à court terme et le TAF un bulletin météo à long terme. Alors pour constituer un dossier météo, il y a plusieurs études de documents à mener. La carte des fronts, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec la carte de Météo France. La carte du temps significatif, alors ça c'est une carte plus spécialisée qu'on va retrouver sur un site, sur les sites officiels comme AeroWeb, c'est des sites du SIA, hein, des cartes de temps significatif, on va l'appeler TEMSI, et la carte des vents, on va l'appeler WinTem. On verra un peu plus tard le détail. Et alors il y a les observations, prévisions d'aérodromes, ce dont j'ai parlé, hein, les METAR et TAF, et alors les messages éventuels de phénomènes dangereux comme les SIGMET. On en parlera également un peu plus tard.
Alors toutes ces prévisions météo, bon, cette liste elle n'est pas exhaustive, hein. Il y a tout un tas d'applications aujourd'hui qui nous ramènent des prévisions en tout genre, et elles sont toutes plus ou moins basées sur les mêmes modèles, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs bases de données météo dans le monde, et l'interprétation de ces données est pas évidente, donc il vaut mieux confronter plusieurs systèmes pour être sûr de ce qu'on avance en termes de prévision. Alors voici un exemple de carte Temsi et Vintem. Donc c'est des cartes qu'on va retrouver sur AeroWeb, le site du SIA. Et ça va vous donner la tendance, en tout cas sur la France, hein, à travers des symboles qui sont posés sur la carte et qui vous permettront de définir s'il y a des risques de givrage, s'il y a du brouillard, des brumes, la teneur des nuages, etc. Et à côté de ça, on a une carte Vintem qui va vous donner par niveau de vol, donc ici on a le Fly Level 20, mais on peut avoir le Fly Level 40, 60, etc. Et ça va vous donner l'orientation du vent et la force du vent. Alors ces deux cartes, bien analysées, elles vous permettront d'aller d'un point A vers un point B en sachant exactement ce que vous allez rencontrer. Alors la symbolique que vous retrouvez sur ces cartes, Temsi par exemple, on en a une explication ici. Donc là vous voyez à peu près tous les symboles qu'on peut retrouver sur une carte, avec également pour la carte Temsi les forces de vent, les directions de vent, etc. Donc c'est des documents que je vous engage à bien étudier. D'ailleurs, vous pourriez rencontrer à l'examen théorique pas mal de questions sur ce sujet-là. Alors, venons-en maintenant au METAR et au TAF. Alors, le METAR, c'est un rapport d'observation météorologique d'aérodrome, et il représente le temps actuel qui est détecté dans une station bien spécifique sur un aérodrome. Donc, tous les aérodromes n'ont pas d'instruments ou de stations météo, mais toujours est-il que la plupart des aéroports en France sont dotés de METAR et de TAF, donc le maillage est assez important, et vous pouvez donc avoir une représentation météorologique de chaque région. Donc, on a parlé du METAR, il y a également le TAF, donc ça c'est un rapport de prévision toujours d'aérodrome, mais c'est une prévision à un tout petit peu plus long terme. Donc c'est une prévision, le METAR étant le temps actuel, le TAF est une prévision. Alors il y a deux types de TAF, il y a des TAF courts qui sont valables 9 heures, jusqu'à 9 heures, et des TAF lents qui sont valables de 24 jusqu'à 30 heures. Alors ici à droite, on a un exemple d'un METAR, donc c'est le code qu'on va retrouver sur les sites, enfin sur les sites qui donnent les METAR, AeroWeb par exemple. Et ici, on voit que LFBH, bon, c'est la station de La Rochelle, donc l'aéroport de La Rochelle. On est en auto, donc le message a été créé de façon automatique. Il a été émis le 08 à 15h30 UTC, donc à l'heure du soleil. On va y avoir un vent de secteur 290 en provenance de 290 degrés pour 15 nœuds. La visibilité est égale ou supérieure à 10 km, 9999. Et la base des nuages, donc ici on a Scattered en anglais, hein, c'est de l'anglais. On verra ça un peu plus tard.
et on a une base de nuages épars à 4100 pieds, sol, avec une température de 10 degrés et un point de rosée à 5 degrés. Ça également, on verra l'importance de ces deux données un peu plus tard. Un QNH à 1013, donc c'est la pression atmosphérique de l'endroit. Non, c'est pas 1013, c'est 1023, donc il y a une petite erreur dans le document. Et no sig, donc c'est pas de changement prévu dans les 2 heures à venir, et fin du message. Alors prenons un METAR un peu plus dans le détail. LFSB, c'est l'aéroport de Bâle-Mulhouse. La date et l'heure, donc on est le 20 à 14h Zulu, on retrouve l'explication ici. Le vent est de 330 pour 8 nœuds. Et là, on retrouvera de temps en temps des variantes, donc 330, 14 gusting 26 nœuds. Donc c'est 330, 14 nœuds avec des rafales jusqu'à 26 nœuds, c'est ce que ça veut dire. On peut avoir un vent variable de 8 nœuds. On peut avoir aussi 330, 8 nœuds, variable de 310 degrés à 350 degrés. Donc différentes représentations sont possibles à ce niveau-là. Ici on a la visibilité, donc 7000, donc 7 km, et la description du phénomène météorologique, et dans notre cas ici, SN, là, ça veut dire tout simplement qu'il neige sur Bâle-Mulhouse. Alors, on continue avec la couverture nuageuse. Alors ici, on voit Scattered, SCT, hein, ça veut dire en anglais Scattered. En français, ça veut dire nuages épars. Donc ici, on va avoir des nuages épars à 1500 pieds et une autre couche de nuages épars à 3000 pieds. On va voir éventuellement une abréviation CAFOquet pour la visibilité, la description des phénomènes météorologiques et la couverture nuageuse, mais si vous voyez CAFOquet, ça veut dire que c'est bon, quoi. La météo est claire à l'arrière. La température et le point de rosée, alors ça c'est très important. Et vous voyez ici que on a une annotation, il fait 0 degré et le point de rosée est à -1. Encore une fois, on verra l'importance de ce point de rosée un peu plus tard. Et alors la pression atmosphérique ou barométrique, ici le QNH est à 1025. Alors on a ici une représentation d'un sigmet et sur une carte de Météo France. Et on voit ici sur la carte cette zone orange entourée de flèches de vent, de symboles de vent très forts. Hein. Et on a donc cette zone orange qui veut dire modérée et la partie rouge au milieu qui annonce une zone sévère. Donc le sigmet, on le lit comme ça, donc on a la région, on a le sigmet numéro 5 qui est valide du 11 à 14 heures au 11 à 18 heures. Il concerne la zone, cette FIR ici, avec des turbulences sévères qui sont prévues sur les coordonnées suivantes, hein, ouest, nord-ouest, nord-est, etc. Donc c'est les limites de cette zone orange. Et ça va de la surface au fly level 60. C'est stationnaire et il n'y a pas de changement prévu dans l'immédiat. Alors parlons maintenant du givrage. Donc c'est un phénomène assez dangereux, même très dangereux pour l'aéronautique en général. Alors le givrage c'est quoi? C'est
Ça arrive en général sur les moteurs thermiques ou les moteurs atmosphériques qui possèdent des carburateurs. Et finalement, c'est la condition quand le carburateur se met à givrer et bouche l'entrée d'air dans le carburateur, ce qui va appauvrir le mélange et qui va faire que votre moteur ne fonctionnera plus bien ou plus du tout. Ce givrage, il est atteint quand la différence enfin, il est présent de manière très marquée quand la différence entre le point de rosée et la température est minimale, et s'il y a de l'humidité visible dans l'air ou si l'humidité relative est élevée. Alors, le givrage, il n'arrive que pas seulement par temps froid, hein. Le givrage, il peut arriver à n'importe quelle température. Les conditions, elles sont ici. C'est cette différence entre le point de rosée et cette température et la température ambiante qui est importante. Alors certains moteurs sont plus ou moins protégés et ça va dépendre un peu du flux d'air sous le capot moteur. Et pour y pallier, la plupart des aéronefs ont des réchauffe-carbus. Alors on peut avoir des réchauffe-carbus, un petit clapet qui va amener de l'air chaud vers le carburateur, ou alors une boîte à air où on va pouvoir gérer le débit du flux d'air qui rentre sous le capot. Bon, il y a des machines qui n'ont rien du tout. Sur la plupart des ULM, on n'a ni l'un ni l'autre. Et pour ma part, après 3500 heures de vol dans toutes les conditions, je n'ai jamais eu, sur ma machine en tout cas, un phénomène de givrage. Donc c'est quand même un phénomène qui est très machine dépendant et à chacun de voir avec les prescriptions du constructeur quelle est la meilleure méthode pour l'éviter au maximum. Alors un peu plus détaillé sur le givrage, on va se baser ici sur un métard. Donc on a un métard qui va nous donner 250 degrés le vent est à 250 degrés, 21 nœuds, visibilité 9999, des nuages broken à 2000 pieds, et alors une température extérieure de 6 degrés et un point de rosée à 0,3 degrés. Et c'est ça qui va nous intéresser. Alors si on va sur le graphique ici, à gauche, on va avoir en ordonnée les températures du point de rosée et en abscisse la température extérieure. Et si on se reporte ici avec notre 6, voilà, à peu près ici, on va monter jusqu'à la courbe, jusqu'à rencontrer le point de rosée à plus 3, à peu près ici, et on voit qu'on se retrouve dans une zone à haut risque, même à plein régime. Donc, on va être vraiment en risque sévère de givrage. Donc, vous voyez, sur les métards, ces deux paramètres ont leur importance et ils n'ont pas été mis là par hasard. Alors, je rappelle ici les minimums VMC, conditions météorologiques de vol à vue. On va donc avoir trois niveaux. Alors au-dessus du fly level 100, on doit avoir une visibilité supérieure ou égale à 8 km. En dessous du fly level 100 jusqu'à 3000 pieds niveau mer, on va se retrouver soit en classe A, B, C, D, E ou G, et la visibilité va être supérieure ou égale à 5 km, horizontalement 1500 mètres et verticalement 300 mètres. En dessous de 3000 pieds mer ou 1000 pieds sol en montagne par exemple, si on se retrouve en classe G, on va devoir voler hors des nuages en vue du sol avec une visu supérieure ou égale à 5 km
ou supérieur ou égal à 1,5 km si votre vitesse est inférieure à 140 nœuds. Bon, c'est à peu près le cas de nous tous. Ou alors si on se retrouve en espace aérien contrôlé, on est à nouveau avec une visu supérieure ou égale à 5 km et 1500 mètres horizontalement des nuages et verticalement 300 mètres. On peut, avec une autorisation spéciale du contrôleur en proximité des aérodromes, voler en VFR spécial, mais ça sera sous réserve d'une autorisation particulière. Et enfin, on va finir avec les différentes applications météo. Et cette liste, elle n'est pas exhaustive, hein, il y en a plein, mais on va commencer par la plus officielle, donc AeroWeb, que vous trouvez sur le site officiel du SIA, qui va vous donner plus ou moins tout ce qu'on a discuté avant, avec les METAR, les TAF, les TEMSI, les WinTem, les SIGMET, etc. Et qui va aussi vous permettre de tracer votre route et de vous donner la météo sur la route. Il y a d'autres applications qui sont payantes comme Top Météo, Météo Radar, Météo Ciel, AviaWeather, AeroWeather, Windy, etc. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a toute une liste. Bon, elles ont toutes leurs bons côtés, leurs mauvais côtés. Et moi, je vous conseille quand vous voyagez, en tout cas, de partir de AeroWeb et de vous appuyer sur plusieurs de ces applications météo. Et en confrontant les unes aux autres, on arrive quand même assez facilement à se faire une idée de ce que vous avez devant vous quand vous voyagez. Alors, la météo, c'est une science très complexe et très difficile à prévoir. Donc, ne comptez pas toujours sur tous ces applications pour être sûr à 100% de ce que vous allez rencontrer devant vous. L'observation, c'est très important et si vous n'êtes pas sûr de votre météo, eh ben, écoutez, posez-vous, renoncez à votre voyage ou alors changez de direction ou de région, tout simplement. Voilà, donc on termine ce cours et eh ben, on va se revoir un peu plus tard, au mois de mars, avec la mise en place d'un forum de sécurité. Alors la date n'est pas encore définie, mais on fera ça à grande échelle en invitant tous les aérodromes du coin et au mois de mars, on espère qu'on pourra agrémenter ça d'un magnifique barbecue qui sera le moment d'échanger en ce début de saison en tout cas, sur tout ce qu'on a travaillé cet hiver. Merci, au revoir.